Nous revenons à présent sur le prince Harry qui sort du silence aujourd'hui et qui dit vouloir une réconciliation avec la famille royale. On va en parler avec Jérôme Caron, grand reporter à Point de Vue. Bonsoir. Bonsoir. Elisabeth Gousseland, bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur de Meghan ou le désespoir des princesses aux éditions Archipel. Je salue Stéphane Bern qui est avec nous à distance. Bonsoir Stéphane Bern. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Stéphane, je viens vers vous dans un instant, mais on va aller évidemment du côté de Londres, retrouver Laura Calmus. Laura, expliquez-nous tout d'abord dans quel contexte ces mots ont été prononcés par le prince Harry et ce qu'il faut retenir donc de cette interview à la BBC. Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que le prince Harry est parti, rappelez-vous, en 2020 aux États-Unis. Suite à ça, eh bien, il n'est plus un membre actif de la famille royale. Et donc, le gouvernement a tout simplement décidé qu'il ne paierait plus pour sa sécurité, une sécurité nationale. Que s'il avait besoin de venir ici au Royaume-Uni, eh bien, il devrait payer de façon privée pour sa sécurité ainsi que pour la sécurité de sa famille. Alors ça, eh bien, le prince Harry l'a contesté pendant toute ces années. Il a été au tribunal de nombreuses fois et aujourd'hui le verdict est tombé. Il a perdu son appel. Le gouvernement, la justice estime qu'il doit payer pour sa sécurité. Ça, il est bien attristé et c'est suite à ça qu'il a donné cette interview, ce revirement de situation aujourd'hui à la BBC. Une interview qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est à cette occasion donc qu'il s'exprime. Merci beaucoup. Laura, on revient vers vous dans un instant. Stéphane Bern, il y a plusieurs choses à retenir de cette interview. Évidemment, sa déception, son amertume face à cette décision de justice. Mais surtout, Stéphane Bern, le fait qu'il tend la main à sa famille. Il veut la réconciliation. Oui, absolument. Ce qui est important à souligner dans cette interview, c'est la volonté du prince de se réconcilier avec sa famille. Il dit qu'il a pardonné à certains membres de son entourage et que qu'il ne sait pas combien de temps son père aura à vivre encore et qu'il ne peut pas imaginer de ne pas se réconcilier avec lui. En même temps, il dit que le roi ne lui adresse plus la parole depuis cette affaire de sécurité. Mais il y a bien autre chose. Il y a le livre qu'il a publié, le livre Le Suppléant, dans lequel il a des mots très durs contre son père, contre la reine Camilla particulièrement, et ça, le roi Charles a du mal à l'entendre, et puis contre son propre frère, le prince William, qui est sans doute celui le membre de la famille royale qui a le plus de rancœur contre le prince Harry. Évidemment, le prince Harry, aujourd'hui, il est amer parce que les contribuables britanniques refusent de payer pour sa sécurité. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les cousins du prince Harry, que ce soit les enfants du duc d'York ou voilà, n'ont pas de sécurité non plus et tout se passe très bien. C'est difficile d'être dans la famille royale et en dehors de la famille royale. Si vous êtes dans la famille royale, vous bénéficiez à juste titre d'un service de sécurité. Si vous êtes en dehors de la famille royale, ben vous êtes un citoyen lambda. Et dans ce cas-là, les contribuables n'ont pas à payer pour votre sécurité. Mais il a eu du mal à l'admettre. Aujourd'hui, les tribunaux, évidemment, lui ont donné pour la énième fois tort. J'en profite pour dire que son père ne s'est jamais mêlé. Il a refusé d'intervenir. Et Buckingham Palace, ce soir, précise dans un communiqué que le roi, d'une part, n'est pas intervenu, qu'il n'a absolument pas mis dans la balance ou une rancœur quelconque, mais que tout a été méticuleusement étudié pour voir si le prince Harry s'était justifié de lui donner une sécurité lorsqu'il est au pays. Maintenant, c'est un peu, si vous voulez, il prend les Britanniques par les sentiments en disant mais comment je pourrais faire revenir ma famille, comment je pourrais montrer ma patrie que j'aime tant à mes enfants. Oui, on fait tout ça, on vit dans notre pays et on n'a pas besoin non plus d'une sécurité payée par les contribuables. On n'a quand même pas tous le même passif et le même parcours, et ça on va en parler dans un instant, Jérôme Caron, mais juste un mot quand même, Stéphane Bern, sur ce qu'il dit sur son père. Il dit « on ne se parle plus ». Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre, donc il fait référence évidemment à sa maladie, mais ça veut dire que les ponts sont réellement totalement coupés entre Harry et son père. Il n'y a plus de communication. Les médecins ont recommandé au roi de ne plus parler à son fils en disant que il y avait, c'est terrible, hein, mais on le sait, quand vous déclenchez une maladie comme le cancer du roi, c'est sans doute
par sa sensibilité, il a été, comment dire, très meurtri par les propos que son fils a tenus à son égard. Donc ils ont fait une sorte de cordon sanitaire et ont recommandé au roi de ne plus adresser la parole à son fils parce que chaque fois qu'il parlait avec Harry, Harry avait toujours les mêmes reproches et donc ça peinait profondément parce qu'il faut rappeler que le roi adore son fils. Il l'adore, mais chaque fois qu'il le prend au téléphone ou qu'il le prenait au téléphone, c'est plus le cas depuis quelques mois, c'était des batailles, des querelles et ça affectait profondément le roi et ça pouvait nuire à sa santé alors qu'il essaye de s'en sortir d'un cancer pour lequel il est soigné. Je reviens dans un instant vers vous, Stéphane Bern. Ce qui ressort aussi, Jérôme Caron, de cette interview, c'est à quel point Harry, s'il se rendait au Royaume-Uni sans cette sécurité, se sentirait menacé. On sent qu'il est effrayé à l'idée de se rendre, de retourner dans son pays sans ces garanties de sécurité. Il y a presque un sentiment de quelqu'un de tyrannisé. Il y a une très forte angoisse. Il a souvent expliqué en interview que le cliquetis des photographes l'angoissait lorsqu'il était enfant. Et ce cliquetis des photographes, pour lui, sont responsables de la mort de sa mère. La sécurité autour de sa mère, estime-t-il, à tort ou à raison, n'a pas été totalement suffisante, en tout cas, pour éviter ce qui s'est passé. Donc il a une véritable angoisse à ce sujet, à l'idée de reprendre... De ne pas avoir totalement les garanties possibles, toutes les garanties les plus fortes possibles pour assurer sa sécurité. Parce qu'il peut y aller avec une sécurité privée. Il peut y aller avec une sécurité privée, mais il a demandé, lors de sa confrontation avec le RAVEC, qui est le système, le service étatique qui s'occupe du service de la protection, pardonnez-moi, des personnalités et des royaux, il a demandé à ce que ce service partage les informations le concernant, les menaces le concernant, avec son propre service de sécurité privée. Pour des raisons de secret défense, entre guillemets, le RAVEC n'a pas transmis ces informations. C'est à ce moment-là qu'il est parti au procès en estimant qu'il n'avait pas les capacités d'être suffisamment informé pour avoir une sécurité adéquate. Le RAVEC, de son côté, estime qu'il était prêt à lui donner, mais de manière circonstanciée. Autre point, pour compléter ce que dit Stéphane Bern sur l'absence de communication, le problème, c'est que dès qu'on dit quelque chose à Harry, ça se retrouve dans les médias, une semaine, un mois, ou dans un livre, ou dans un podcast, ou dans une émission de télé. Et là, il y a une véritable angoisse de la famille royale à ce sujet, qui est qu'ils ne savent plus ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire, ils ne savent pas ce qu'il va garder pour lui ou ce qu'il va dévoiler à l'extérieur. Elisabeth Gousselin, est-ce qu'il faut y voir, au-delà de ces questions de sécurité, il faut y voir la prise de parole de quelqu'un qui veut rentrer au pays, qui a envie de rentrer chez lui, qui en a marre de vivre aux États-Unis? Alors, il y a ça, il y a un ennui profond, il y a qu'est-ce que c'est la journée de Harry? C'est je me promène le long de la plage, je fais de la méditation, je fais du yoga, ma femme fait des confitures. Je ne voudrais pas être trop ironique, mais tout ce qu'on dit là ressemble quand même à des caprices d'enfants gâtés. Comme vous le disiez si justement, il peut tout à fait payer sa garde personnelle. Donc, on est un peu stupéfait devant les récriminations répétées de ce couple. Je t'aime, tu m'aimes, on s'adore. Et on est persécuté par la couronne d'Angleterre. Voilà, moi, mon point de vue sur Harry est celui-là. C'est peut-être aussi simplement que son père lui manque? Je n'arrive pas à rentrer dans l'affect. Pour moi, cette famille est sans affect. Cette famille, elle est shakespearienne. On peut aussi la rapprocher des Atrides. Ils se font des coups bas, on pourra en parler un peu plus tard. Mais les phrases qui ont été prononcées récemment sont des phrases de tragédie et de couteau dans le dos. Je veux dire, excusez-moi, mais William disant j'interdirai complètement le titre royal à mon frère lorsque mon père sera mort, c'est oedipien et c'est shakespearien. C'est-à-dire, je mets un couteau dans le dos de mon frère et j'enterre mon père avant l'heure. Moi, j'aime bien avoir cette grille de lecture sur Buckingham. Stéphane Bern, on a bien compris qu'il ne parlait plus donc à son père, c'est lui-même qui le dit. Qu'est-ce qu'il en est de sa relation avec William? Est-ce que là aussi, tous les ponts sont coupés? Ah oui, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est vrai que les deux frères, c'est deux continents qui dérivent en quelque sorte. Ils étaient très proches et c'est les princes de la mer morte en fait. Hein. Leur mère les unissait. Ils ont eu deux attitudes différentes. D'abord, William, quand on écoute toutes les interviews, il a tout de suite soutenu son père. Quand il a décidé de se remarier avec Camilla Parker Bowles, qui est son grand amour d'il y a 50 ans.
Et Harry n'a pas dit un mot. Et au fond, il s'est vengé dans un livre pour dire tout le mal qu'il pensait de la reine Camilla. Et donc ça choque les gens, vous voyez. C'est-à-dire que à partir du moment où le roi et la reine ont été sacrés à Westminster, leur personne est sacrée. On ne peut pas impunément cracher sur le roi et la reine. Et ça, les Britanniques qui sont légalistes en veulent beaucoup au prince Harry. Ensuite, son épouse s'était engagée lorsqu'ils étaient partis en 2020. Il s'était engagé à ne pas utiliser, comme le disait Elisabeth Gousseland, le prédicat d'Altesse Royale, HRH ou SAR, comme on dit en français, son Altesse Royale. Et on a vu cette semaine qu'elle l'utilise sur ses cartes de visite. Elle met le M couronné, elle utilise le prédicat d'Altesse Royale pour envoyer des courriers privés. C'est un problème, c'est-à-dire qu'il ne respecte aucun engagement. Et c'est vrai que le prince Harry, le prince William a dit que lorsque le roi Charles ne serait plus là, il serait beaucoup plus dur avec son frère que ne l'est son père. Mais Son donc c'est un vœu pieux ce que dit ce soir Harry, quand on vous écoute, Stéphane Bern, on ne voit pas comment ça pourrait s'arranger. Et on a même le sentiment que la maladie qui a touché Charles et aussi Kate, on le rappelle, a finalement un peu plus durci ou du moins exacerbé les tensions entre les deux camps. Et c'est le dernier espoir du prince Harry. C'est de dire, au fond, le chaînon, le maillon faible de la famille, c'est le roi Charles. Parce que lui est un affectif. Les autres ne le sont pas vraiment. Et lui est un affectif, il aime profondément son fils. Et donc là, de dire, je veux revoir mon père avant qu'il ne soit trop tard, ça peut toucher le roi Charles. Ça touche pas du tout William, qui lui a décidé, vous êtes parti, au revoir, vivez votre vie. Et c'est vrai qu'Elisabeth Gosselin a raison de le dire, c'est une vie un peu pathétique en Californie. C'est vraiment pauvre petite fille riche. Hein. Enfin, il faut du business quand même. Il faut pas que les confitures... Rien ne marche. Rien ne marche. Ah oui. Rien ne marche. Donc ils ont besoin d'argent ? Ils ont besoin d'argent. Alors ils sont partis avec l'héritage de la princesse de Galles qui est conséquent. Il a touché quand même plus de 30 millions d'euros. Et son père a payé pendant une grande partie aussi. Donc non, ils sont pas à court d'argent, mais ils veulent en faire. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, j'aimerais qu'on m'explique. Voilà un couple qui veut quitter la sphère royale, mais qui ne vend que ça. C'est-à-dire que toute leur vie tourne autour de ça. Ils font du business autour de... On a appartenu un jour à la famille royale, on est en guerre contre la famille royale. Mais si vraiment vous ne les aimez pas, si vous voulez gagner votre indépendance, faites autre chose. Je sais pas, nous tous, on fait des métiers, on peut devenir... je sais pas, on peut faire un autre métier que ça. Il faut choisir, c'est ça que vous dites à un moment donné, il faut choisir son camp. Jérôme Caron sur ce point, sur ce que soulève Stéphane Bern. C'est vrai, cette volonté de prendre ses distances et en même temps de continuer à surfer perpétuellement sur les avantages de la royauté. Elisabeth II l'avait dit Elisabeth II avait dit deux choses dans l'une de cette dernière lettre. Souvent, les souvenirs varient, donc il y a de toute façon une différence de ressenti entre ce que vit Harry et ce que vit le reste de la famille royale. Et d'autre part, elle avait en effet demandé expressément qu'il n'utilise pas le RH, Air Royal Highness ou His Royal Highness. Le problème d'Harry, c'est un problème de positionnement depuis très très longtemps. À partir du moment où il a quitté l'armée, où il est resté 10 ans, où il a fait 2 missions en Afghanistan, il a pas su exactement comment se réinventer. Il a cru que l'amour de Meghan allait pouvoir lui offrir une nouvelle, quelque part, une rampe de lancement pour être quelqu'un d'autre. Meghan était très dynamique, très active, très américaine dans ce sens-là. Après, ils ont voulu transformer ou tout au moins s'intégrer dans la famille royale, mais à leurs conditions à eux. C'est une institution séculaire qui peut se négocier, mais pas vraiment tant que ça. Et donc, son départ en Californie l'a amené nulle part, ou pas vraiment. Et en effet, il regarde passer les trains, ou tout au moins les ouragans et les tornades, et puis le soleil. Il regarde les palmiers pousser, mais sinon, il ne se passe rien dans sa vie quotidienne. Et il cherche constamment à essayer de se réinventer. Et en effet, comme le dit Stéphane, il passe son temps à remettre en avant sa douleur, sa difficulté d'être, sa difficulté d'intégration dans sa propre famille. Et en même temps, il attaque tous les médias dès que vous parlez de lui pour atteindre à la vie privée. Donc il y a aussi une dichotomie entre ce qu'il dit et ce qu'il fait de manière permanente. Oui. Avec je parle de moi et de mes douleurs et de l'intimité de ma famille. Il est en train d'expliquer que son père va mourir à toute la nation. C'est quand même une brèche dans le secret médical absolu. Et le secret médical du monarque est le plus puissant. Et à côté de ça, il va expliquer qu'il veut pas l'intrusion. Donc c'est très compliqué. C'est vrai que ça, c'est pas rien. Alors que la famille royale s'évertue à montrer que le roi Charles va bien, qu'il s'en sort, qu'il se bat, lui débarque et dit « je ne sais pas combien de temps il reste à mon père ». Est-ce que ça n'est pas extrêmement maladroit ?
Je suis d'accord avec Stéphane Bern. C'est-à-dire qu'on a eu cette saison, 2 ou 3 saisons extraordinaires. La mort terrible d'Élisabeth II, qu'on a commenté, archi-commenté, et on a bien fait. Le sacre et le couronnement du roi Charles. Très réussi. Magnifique. Et puis, la tragédie, pour le coup, les 2 cancers, en tout cas les 2 maladies, oui, affirmées comme 2 cancers. D'affilée, en l'espace D'affilée. d'un temps réduit. Je dois noter d'ailleurs que les chaînes info ont été extrêmement pudiques et formidables là-dessus, puisque nous n'avons pas décortiqué ces histoires et comment et pourquoi. Non, il y a eu un silence respectueux, je crois, all over the world. Et là, je suis d'accord avec Stéphane. Que cherche-t-il? Cette saison 4 est épouvantable. C'est-à-dire, ce sont vraiment c'est Dark Vador, Harry, entraîné par Cruella, cette sorcière. Alors, c'est intéressant ça. Vous nous parlerez de l'influence qu'elle peut avoir sur lui. Mais allons du côté de Londres à nouveau avec Laura Calmus. Est-ce qu'il manque Harry aux Britanniques, Laura? Eh bien, en fait, ici au Royaume-Uni, on a l'impression qu'il y a un peu 2 camps. Le camp William et Kate et le camp Meghan et Harry. Ici, on choisit en fait pour qui on est. Et j'ai pu m'entretenir cet après-midi avec certains Britanniques et certains m'ont expliqué qu'il était hors de question que les familles se réconcilient. Not in a million hier, même pas en rêve, m'a expliqué une des Britanniques qui me dit eh bien, que le prince Harry a été beaucoup trop loin, qu'il n'est pas possible pour la famille royale de se réconcilier. D'autres expliquent eh bien, que ça serait une belle fin de film, que ce serait si beau de voir en fait les petits cousins réunis, les enfants de William et Kate et les enfants de Meghan et Harry, qu'en fait, eh bien, ils ne se voient pas, ils ne se connaissent peut-être même pas, et que ce serait eh bien, la fin heureuse de cette famille royale. Mais tout le monde ici est d'accord de se dire eh bien, qu'il va prendre beaucoup de temps pour que les 2 familles, les 2 camps se réconcilient, et que pour l'instant, eh bien, on n'y est pas encore. Merci beaucoup, Laura. Stéphane Bern, vous êtes quel team? Kate William ou Harry Meghan? Écoutez, je vais vous faire un aveu. J'ai adoré commenter le mariage de Harry et Meghan. Je trouvais que cette jeune femme, elle apportait vraiment tout ce qui manquait à la famille royale. Et puis petit à petit, je l'ai vue évoluer, je l'ai observée. La reine a été d'une gentillesse incroyable. Elle l'a prise sous son aile. Elle l'a emmenée avec elle. Elles ont fait toutes les 2 beaucoup de manifestations. Et j'ai vu ce qui se passait. Alors, il y a une chose très drôle, c'est que Camilla avait proposé à Kate de l'aider. Kate avait accepté, elles se sont très bien entendues. Camilla a proposé la même chose à Meghan, qui lui a répondu « Non merci, je me débrouillerai très bien toute seule ». Donc déjà, on voit l'ambiance dans la famille. Mais surtout, elle voulait le premier rôle. Elle n'a pas accepté, au fond. Vous savez, c'est une actrice, comme le disait Elisabeth très justement, mais une actrice qui n'acceptait pas de jouer les seconds rôles. Et surtout de passer après Camilla et après Kate. Et donc, elle a dit, c'est bon, elle a dit à son mari, c'est bon, moi, il me faut le premier rôle ou rien, donc on part aux États-Unis. Et lui, il est malheureux depuis. Oui, évidemment, il est tiraillé entre l'amour de sa femme et de ses enfants qui l'emmène vers la Californie, où elle a caressé un temps l'espoir de faire de la politique, et puis son amour de sa famille. Et elle l'a poussé sans doute, je ne sais pas si c'est Cruella, mais elle l'a poussé à faire un certain nombre de bêtises et à écrire, d'abord à raconter des histoires que la famille royale était raciste. Tout le monde sait que la famille royale est loin d'être raciste, bien au contraire. C'est vrai qu'il y a eu ces déclarations qui avaient fait tellement de bruit, qui avaient suscité énormément de réactions. Et ce qui est intéressant, Stéphane Bern, c'est que à cette occasion, là pour cette interview à la BBC, pour appeler à la réconciliation, Harry s'exprime seul. Elle n'est pas là dans le tableau. Alors que d'habitude, dès qu'ils s'expriment publiquement, ils sont tout le temps tous les 2. Oui, absolument. Et là, il s'adressait non seulement aux Britanniques, mais particulièrement au roi Charles, pour plaider en faveur d'une réconciliation, parce que ça lui manque. Vous savez, le couple parfois va pas très bien. Et donc, il va se retrouver seul en Amérique. Elle va le larguer parce qu'au fond, c'est vrai qu'à part, il fait pas de business. Ça ne marche pas. Ils ont créé des sociétés, mais au bout de, quand vous tournez en boucle. 11 sociétés, dit Jérôme Caron. 11. Oui, oui.
Mais les sociétés, vous tournez en boucle sur mes souvenirs de la famille royale, et puis, etc. Et je vous parle même pas des problèmes où il a raconté dans un livre qu'il fumait un joint tous les jours. Or, quand vous entrez aux États-Unis, vous vous engagez à pas utiliser, pas faire d'usage de stupéfiants. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, si vous voulez, on comprend qu'à la sortie du livre, la famille royale se soit étranglée de rage. Et maintenant, je pense qu'il est en train de faire des efforts pour revenir. Il a perdu sur toute la ligne. Il essaye seul de parler aux Britanniques et au roi en disant « laissez-moi revenir ». Laissez-moi revenir et dans des conditions qui me permettent de vivre paisiblement. C'est ça aussi ce qu'il dit. Olivier Ravanello, vous vouliez réagir à la dichotomie entre ce couple qui a voulu s'émanciper de cette famille royale, mais qui continue donc quand même, malgré tout, lorsque ça l'arrange, à en revendiquer le lien. On peut même y voir une constante très, très profonde dans l'essence même de ce qu'est un pouvoir monarchique. Vous avez à la fois le côté vénération et le côté pouvoir, l'admiration du peuple et les responsabilités que vous donne le pouvoir. Et on voit dans cette famille les deux frères, il y en a un qui assume les responsabilités, qui assume les convenances et qui veut aller vers le trône et prendre la succession de son père, et l'autre qui est plus attiré par le côté on m'admire, on me regarde, et aujourd'hui ça s'incarne par une dimension people et plus comme auparavant par une dimension de vénération. Et au fond, de trouver sa place pour le second, dans toutes les dynasties, vous avez eu ça. Celui qu'on appelait monsieur en France, et qui attendait que son frère aîné meure pour prendre la place. Et en attendant, que faire? Comploter? Ne rien faire? Ça a toujours été un problème pour les seconds. Et d'ailleurs, lui s'appelle dans son livre le suppléant. On voit bien que cette position, elle est difficile à tenir. Et elle renvoie aussi à l'étage du dessus, c'est-à-dire celui de leur grand-père et du roi, qui a pris la couronne pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que son frère, lui, le duc de Windsor, abdique pour aussi aller vivre une autre vie avec la femme qu'il aime et qui finira à court d'argent en France. Et on sent quelque chose qui fait un peu écho avec Harry dans ce destin du duc de Windsor. Antoine Lard, notre correspondant à Washington, est avec nous également. Antoine, qu'est-ce qu'on sait de la vie de William et Meghan aux États-Unis, à part qu'ils font beaucoup de confitures, visiblement? Et de jogging. Et de jogging. Et de Harry, j'ai dit William, j'y arrive pas. Harry et Meghan. On sait qu'il mène... Oui, écoutez, on sait qu'il mène une vie plutôt discrète aux États-Unis, loin des paparazzis et des regards. En fait, ils se sont installés dans une petite ville à 150 km de Los Angeles, une ville qui s'appelle Montecito. C'est une enclave pour riches vedettes. Leurs voisins s'appellent Tom Cruise, Oprah Winfrey ou encore Kim Kardashian. Harry et Meghan ont acheté là-bas une immense villa et ils vivent là-bas donc avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. La presse People raconte que Harry, effectivement, ne fait pas grand-chose de ses journées. Il reste dans la propriété, un peu de sport, un peu de méditation. Il conduit les enfants à l'école, mais c'est à peu près tout. Un journaliste local raconte également que la villa bénéficie d'un dispositif de sécurité extrêmement important. Ça ressemble presque à un bunker avec un service de sécurité privé, donc payé par le couple. Le couple qui, pour le moment, n'a pas du tout de problème d'argent. Ils ont gagné des sommes folles en vendant leur vie. Harry a touché 27 millions de dollars pour son autobiographie, 100 millions de dollars le contrat avec Netflix. Donc les affaires marchent plutôt bien, même si on sent une forme de lassitude qui commence à se manifester chez le public américain, même si le couple princier reste plus populaire aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Merci beaucoup Antoine Lard en direct de Washington. Plus populaire aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. La personnalité royale la plus populaire aux États-Unis, c'est la princesse de Galles, c'est Diana. Après, c'est Elisabeth II et après, c'est Harry. Meghan est assez bas dans le classement. Il se cherche. Depuis 5 ans, il cherche une place. Alors, en effet, comme le disait Stéphane, Meghan a touché un peu de politique. Et puis, avec l'arrivée de Trump, c'est quand même pas vraiment simple. Donc, on va faire des confitures. On va essayer d'être la nouvelle Martha Stewart, qui est une grande prêtresse de la télé-réalité, du téléachat, en fait. Mais tout en ayant une espèce de vie un peu décalée. Et lui donne des coups de pied dans la fourmilière régulièrement, comme s'il voulait qu'on se rappelle de lui, comme s'il voulait qu'on se rappelle de sa douleur. Le problème, c'est que le temps passe.
passe, qu'on a tous compris qu'il avait énormément souffert, et puis que fondamentalement, ça commence à intéresser de moins en moins de monde. C'est-à-dire que, et en effet, le duc de Windsor, on est pas loin de ça. Quand on voit la génération du dessus avec son père, le roi Charles, et Andrew, duc d'York, qui est totalement ostracisé à l'intérieur même de sa famille, qu'on ne sort que pour les événements privés, parce que l'affaire Epstein, parce que d'autres scandales, notamment des espions chinois, notamment du financement de campagnes d'influence, ce genre de choses. Être les seconds, c'est extrêmement compliqué. William a pris son destin en main, il a pas très bon caractère, il est assez fermé, mais il y va, il n'a pas le choix, c'est sa destinée. Il aurait espéré pouvoir compter sur son frère, je pense qu'ils l'ont imaginé vraiment ensemble. Et puis le choix d'Harry pour Meghan qui s'est fait très vite alors que William a attendu 10 ans. Quand Stéphane disait que Elisabeth II avait été adorable avec Meghan, Meghan a mis 6 mois ou 10 mois dans mon souvenir pour voyager seule avec Elisabeth II. Kate Middleton à l'époque avait mis 10 ans avant d'être seule en tête-à-tête sur un événement officiel avec Elisabeth II. Donc vraiment, on leur a offert le Commonwealth, le Young Commonwealth, le Commonwealth des jeunes. C'est plus de 143 pays, ou peut-être à quelques unités près, du monde entier. Ils auraient pu rayonner. Ils parlaient d'intégration, ils parlaient de mélange, de multiculturalisme. Ils auraient pu le faire et ils ne l'ont pas fait. Il y a peut-être aussi quelque chose, Stéphane Bern, qui incite Harry à faire ces déclarations aujourd'hui, et ça on ne peut pas lui enlever, c'est que son père ne voit pas grandir ses enfants, Archie et Lilibet. Ça fait combien de temps qu'il ne les a pas vus? Ça fait des mois, des années même. Oui, depuis quelques mois, et Lilibet avait quelques mois quand le roi a vu pour la dernière fois sa petite fille. Non, vous avez raison, c'est un déchirement aussi pour le roi. La seule chose, et je vous le rappelais, on a fait un cordon sanitaire autour du roi parce que sa santé est chancelante, même si il se donne à fond dans ses activités, il fait des voyages. On a annoncé étrangement aujourd'hui qu'il allait faire un grand voyage officiel au Canada pour montrer que le roi est en forme. Je ne crois pas qu'il le soit autant qu'on veut bien le dire à Londres. Et donc, c'est terrible pour lui parce qu'il adore ce fils et malheureusement, il est privé de voir, il est privé de son fils et de ses petits-enfants. Vous pensez que le roi ne va pas bien, Stéphane Bern? Effectivement, je sens que vous êtes prudent là-dessus. Je suis assez prudent parce que il y a voilà, il y a quelques alertes et puis récemment il a dû faire de nouveaux examens, il a dû annuler un certain nombre d'activités. Écoutez, il a pas bonne mine, on va pas se mentir. Mais il a encore fait une déclaration en disant que l'annonce d'un cancer était quelque chose d'effroyable, mais que voilà, grâce à la compassion que les gens pouvaient exprimer, il y avait beaucoup de gentillesse qui l'aidait. On ne sait pas. Écoutez, il est combatif. Il se soigne, il veut absolument y aller, et donc ça c'est formidable. Donc c'est vraiment important de faire ça. Merci donc, Stéphane Bern.